Imo Week, spécial CIMI 2024. Steven Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Magellim. Alors, on va démarrer par un bilan 2024 du groupe. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur ces 12 derniers mois ? On va bientôt atteindre la fin de l'année 2024. Donc, quels sont un petit peu les traits saillants du groupe ? Alors peut-être quelques chiffres et déjà pour commencer, le groupe Magellim aujourd'hui c'est près de 4 milliards d'euros d'actifs en immobilier, c'est 140 personnes aujourd'hui qui sont aujourd'hui implantées sur l'ensemble du territoire. Donc ça c'est quelques chiffres on va dire bruts qui sont livrés. Après 2024 ça a été une année très clairement agitée, bien évidemment, on va pas se mentir. Une année qui a été marquée par, on va dire, un réel investissement des équipes pour faire preuve de la plus grande agilité et être aussi opportuniste dans un marché qui était très complexe, qui très clairement était ardu. On a réussi, et ça c'est une vraie fierté sur 2024, bien évidemment à consolider l'ensemble de nos actifs sous gestion. Je rappelle qu'on a beaucoup de fonds fermés aujourd'hui. Notre SCPI foncière des praticiens aujourd'hui se porte bien, pas de retrait, pas de baisse de valorisation des parts, donc continue de progresser. Et l'ensemble de nos fonds aujourd'hui, quels que soient les classes d'actifs, bureaux, activités, santé qui fonctionnent bien, commerce qu'on a aussi une nouvelle classe qu'on a ouverte aujourd'hui, fonctionne très bien avec l'acquisition notamment de plusieurs hypermarchés casinos qui sont passés au champ, d'un autre gros portefeuille commerce également en ultra-luxe. Donc beaucoup de diversification, beaucoup d'opportunités également qui ont été présentées, qu'on a su également saisir. Et puis côté collecte, on va dire des fonds qui sont un peu ralentis en termes de collecte, mais beaucoup de club deals, beaucoup d'opérations ponctuelles, spot, qui ont pu être réalisées avec des levées de fonds assez records, dans des temps records. Donc, ce qui nous permet de clôturer l'année 2024. Alors, moi, je clôture au 31 mars 25, mais une année 2024 qui est en ligne avec ce qu'on avait espéré dans nos business plans et qui est très, très loin, on va dire, de la morosité ambiante qu'on espère dépasser sur ce CIMI 2024. Vous parliez de diversification, vous en êtes assez spécialiste puisque vous êtes justement présent sur à peu près toutes les catégories d'actifs et sur une nouvelle catégorie d'actifs là à partir de cette année puisque vous avez conclu un partenariat avec Armen Asset Management pour vous spécialiser sur une verticale hôtelière. Donc c'était une catégorie d'actifs sur laquelle vous n'étiez pas présente et sur lequel vous le serez à présent notamment avec un premier fonds lancé. Donc ça correspond à une stratégie de diversification avec une taille cible, je crois, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais de 200 millions d'euros, dont 100 millions en equity. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu les arcanes de ce partenariat conclu et cette volonté justement de vous diversifier? Alors tout à fait, effectivement. Avant peut-être de parler d'Armen AM et de l'hôtellerie, le groupe Magellim a entrepris une diversification assez profonde de ses activités en structurant 3 verticales. Magellim Reim, donc aujourd'hui 4 milliards d'euros. Magellim Capital pour le private equity en tant que tel, donc CapDev, innovation, amorçage. Et également une brique infrastructure qui est très très proche et de plus en plus proche effectivement et assez poreuse avec l'immobilier et le private equity. Donc ça c'est la diversification qu'on a lancée, amorcée, qui est en cours sur 2024 et 2025. Et parmi effectivement les actifs immobiliers et qui rejoignent le private equity puisque mur et fonds, on a noué un partenariat avec Armen AM, donc une équipe talentueuse de 3 associés anciens d'Atrim, avec on va dire un track qui est plutôt très reconnu sur la place. Et donc pour moi, j'avais pas les compétences en interne sur cette partie hôtellerie, et donc il était extrêmement important d'avoir bien évidemment ces compétences en interne. Donc on est rentré au capital d'Armen AM de manière minoritaire et à vocation minoritaire, très clairement, et on a entamé finalement une collaboration qui s'avère plutôt très fructueuse puisqu'on a aujourd'hui plus de 100 millions d'hôtellerie qui sont ce qu'on a promesse tenue, puisque c'est ce que j'avais déjà envisagé je crois au mois de tout début 2024. Donc 100 millions aujourd'hui d'hôtels, donc majoritairement de l'hôtellerie plutôt haut de gamme luxe 3, 4, 5 étoiles, avec des destinations qui vont on va dire des Alpes, du Paris, des très très beaux emplacements, très premium, et également sud-ouest, donc avec diversification géographique, diversification d'exploitants aussi bien sûr,
Et donc, Armen est aujourd'hui conseil du fonds au territoire, qui continue aujourd'hui effectivement de collecter et qu'on entend bien diversifier pour tenir les objectifs de 200 millions qu'on s'était fixés. Et quand vous dites equity, c'est effectivement aussi bien sur les murs que sur la gestion. Donc, ça veut dire que la gestion, les murs et fonds, tout à fait. Après, on va dire que vous déléguez. On délègue la gestion à un exploitant, bien évidemment, alors qui n'est pas Armen AM, je précise. On est. Mais vous gardez par contre à la fois la possession des murs, mais également exactement, du fonds, c'est-à-dire exactement. Ce qui est vraiment la création de valeur se fait effectivement par la détention murs et fonds pour valoriser au mieux, bien évidemment, le fonds de commerce. Et j'ai vu que vous aviez précisé à l'occasion d'une interview que vous avez donnée cette année à l'un de nos confrères, justement que la France, en tant que première destination touristique mondiale, représentait une cohérence stratégique pour vous, justement, de vous lancer dans le secteur de l'hôtellerie, surtout sachant que ce secteur est en plein boom. C'est un secteur qui a été très résilient après le Covid, à l'inverse de d'autres, comme principalement le bureau, mais également le résidentiel, qui sont structurellement beaucoup plus en crise. Donc ça répond à la fois à une stratégie de diversification, mais aussi à une stratégie opportuniste, à la fois parce que c'est la France et parce que l'hôtellerie fonctionne bien. Diversification, opportuniste, oui, et sans oublier un ADN qui est l'ADN du groupe depuis toujours, l'ADN des régions. Et donc, on est effectivement dans cette dynamique des territoires. On travaille également sur les thématiques tourisme de manière un peu plus large, sur l'accompagnement des infrastructures touristes dans plusieurs régions aujourd'hui. Donc l'hôtellerie fait partie intégrante bien évidemment de ces dynamiques des territoires, et donc c'était au-delà de la diversification d'actifs en tant que tel, c'est aussi pour nous, ça répond vraiment à un besoin très clairement d'animation, de renouvellement, d'amélioration de l'offre, et donc ça c'est ce qu'on entreprend aujourd'hui dans quasiment toutes les régions. Je parlais de Sud-Ouest, les Alpes, région parisienne bien sûr, le Grand Ouest en fait partie aussi, donc avec la montée en gamme très clairement d'hôtellerie qui sont aujourd'hui on va dire obsolètes et qui nécessitent très clairement une restructuration, et aussi parce que ça c'est aussi la clé de tout, bien évidemment des bons exploitants. Et donc ça c'est ce que nous offre Armen aujourd'hui avec leur expertise. Ils nous accompagnent très clairement sur ces sujets-là avec un œil expert qu'on n'a pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que eux justement étant spécialisés dans ce secteur-là, savent vous orienter vers les bons exploitants, les bons contacts. Un très bon exploitant sur un hôtel en Bretagne, je dis n'importe quoi, ne sera pas forcément le meilleur exploitant dans le Sud-Ouest. Oui, bien sûr. De manière extrêmement simple. Donc bien choisir son exploitant en fonction bien évidemment du volume de clés, en fonction de l'investissement, en fonction du niveau de gamme également de l'hôtellerie, de l'hôtel en question. Tout ça, c'est des éléments aujourd'hui qu'on apprend avec eux, et donc c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui conseils du fonds. Est-ce que vous avez eu le temps justement de réaliser certaines acquisitions dans le cadre de ce nouveau partenariat qui a été conclu? Vous pouvez me le rappeler? À quelle date? Conclu et signé, je crois, juste avant l'été 24. Juste avant l'été 24. C'est assez récent, c'est assez récent. Même pas 6 mois. Aujourd'hui, on a 3 acquisitions en share deal qui sont actées sur ce mois de décembre. Donc celle que j'ai énoncée en géographie, donc un hôtel en placement premium sur Paris Centre, un dans les Alpes également, une station reconnue, et puis un autre dans la région Sud-Est. Très bien. Pour revenir au groupe Magellim et à l'ensemble de ses activités, 2024 touche à sa fin, 2025 est presque là. C'est une question classique à l'occasion du CIMI, puisque le salon se déroule toujours à la même période, au mois de décembre. Forcément, je vais vous la poser. Quelles sont les perspectives globales que vous vous êtes fixées pour l'année 2025 quelles sont les grandes perspectives, en tout cas côté immobilier, nous, ce qu'on a, on saisit comme des relais de croissance aujourd'hui très clairement le commerce, retail, ultra luxe ou les boîtes, les boîtes à commerce, galeries commerciales et autres qui sont aujourd'hui, qui nécessitent très clairement un travail de restructuration, de redéfinition très clairement de leur cahier des charges. Donc ça, c'est le premier point. L'hôtellerie, bien évidemment, reste un axe majeur de diversification. On voit qu'il y a toujours un attrait certain et un répondant, et des réponses économiques qui sont aujourd'hui très importantes. Et on va surtout rester sur 2025 très opportuniste, et notamment sur bien évidemment la thématique value add qu'on pratique depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire la restructuration d'immeubles, changement de destination. Donc ça, c'est des sujets qu'on travaille, de manière quotidienne avec notre nouveau directeur des investissements, Louis Dartino-Gave. Donc on va être sur 2025. Moi, je prévois une année 2025, encore un premier semestre qui va être globalement compliqué pour beaucoup d'acteurs.
Je pense notamment, bien évidemment, aux promoteurs et ce qui va avec. Et on sait qu'il y a malheureusement encore quelques mauvaises nouvelles qui sont à venir sur ou cette fin d'année ou tout début 2025. Néanmoins, aujourd'hui, sur on va dire un positionnement opportuniste, parce qu'on a aujourd'hui effectivement l'argent pour investir, eh bien, on n'est pas à l'abri de faire des bonnes affaires, si je puis dire, mais toujours dans un contexte qui est, voilà, les business plans de 2023 ne sont plus les business plans de 2024 ou 2025, donc avec beaucoup de prudence, beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, et c'est ce qui va faire, je pense, la différence. Et sur ce premier semestre 2025 qui s'annonce encore très clairement compliqué, nous, je perçois plutôt, on va dire, une sorte d'embellie et renouveau de l'immobilier plutôt au deuxième semestre 2025. Donc, ça va être long pour beaucoup, ça c'est certain. Néanmoins, les grandes thématiques de renouvellement urbain, des friches industrielles, de réindustrialisation, les changements de destination, Lausanne, beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont des contraintes majeures pour tous les constructeurs, promoteurs, pour tous les investisseurs. Eh bien, il faut malheureusement, il faut se les approprier. Il faut aussi que tous les acteurs économiques jouent le jeu. Je pense notamment aux SEM aussi, qui ne peuvent plus aujourd'hui avoir des valorisations de foncier qui soient aussi importantes. Donc, la variable d'ajustement, c'est pas le coût de construction malheureusement, c'est le projet et c'est aussi bien évidemment le coût d'acquisition, notamment du foncier. Vous parliez de votre stratégie value add et notamment d'une stratégie de diversification. On a bien compris que la stratégie de votre groupe n'était pas forcément de garder au sein de son portefeuille des actifs trop longtemps, mais surtout de les acquérir, de les restructurer, de les reconformer aux nouvelles attentes et ensuite de s'en débarrasser, je dis bien entre guillemets, mais en tout cas de les faire sortir de son portefeuille dans une stratégie de flux et de roulement. Une session d'arbitrage, d'arbitrage pour ne pas garder trop longtemps les actifs. Aujourd'hui, on a trois fonds value add aujourd'hui qui sont pour un qui est en collecte, les deux autres sont fermés. On a pas mal d'arbitrages qui sont prévus là sur fin d'année et premier trimestre qui nous permettent de faire du remploi, donc d'acheter aussi bien évidemment sur les bonnes bases de prix, sur les nouvelles bases de prix. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc on a effectivement de l'immobilier qui doit tourner très clairement. On fait notre travail d'investisseurs, on les repositionne et on les repositionne sur le marché, aussi bien dans le résidentiel d'ailleurs que dans le bureau, clairement. Et puis dans le résidentiel, on a d'autres fonds qui sont eux beaucoup plus long terme, qui sont des actifs de détention long terme, notamment notre fonds viager Star qui s'appelle Via Génération, qui a comme tous les fonds d'ailleurs décollectés, parce que c'était une SC référencée en unité de compte. Et donc aujourd'hui, on repart très clairement à la collecte sur ce fonds résidentiel, parce qu'en résidentiel aussi, on arrive sur un moment d'opportunité qu'il faut savoir saisir. Et pour conclure cette interview, vous m'avez un petit peu devancé tout à l'heure en expliquant que le contexte était difficile. Je pense que tout le monde comprendra à quoi vous faites allusion. Forcément, le blocage institutionnel et politique que l'on connaît actuellement n'aide pas. Et en premier lieu, et vous l'avez cité, notamment la promotion qui, par définition, a des conséquences sur toute la chaîne de l'immobilier, puisqu'on sait que la promotion était quand même à la base et que s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'autre. Enfin voilà, c'est toute la chaîne immobilière qui se retrouve un petit peu en difficulté. Vous avez également évoqué une reprise, un début d'année 2025 assez difficile, peut-être une reprise à partir du second trimestre, semestre, si je dis pas de bêtises. Juste en quelques mots, même si vous l'avez déjà plus ou moins expliqué. Quelques mots, c'est vrai qu'on est dans un contexte économique qui était déjà compliqué, notamment pour la production de logements, pour la production d'immobilier tertiaire ou de commerce, très compliqué. Rajouter à cela effectivement une instabilité politique et fiscale qui est du jamais vu très clairement sous la Ve République. Bien évidemment que ça n'aide pas. Bien évidemment qu'il y a une incertitude que les investisseurs n'aiment pas, qu'ils soient privés ou institutionnels. Donc, on compte malgré tout sur notre gouvernement, notre prochain gouvernement pour être précis, pour clarifier les choses. On peut toujours être optimiste, mais bien évidemment que c'est un point qui est très nouveau. La France a toujours été habituée à avoir une stabilité politique et fiscale, non, mais globalement oui quand même depuis les présidences Macron. Donc ça c'est un point majeur effectivement d'attention. Est-ce que les investisseurs étrangers vont continuer à investir en France ? Sans doute que oui, parce que les fondamentaux restent bons, mais néanmoins c'est quand même des points d'attention qui sont assez importants.
au-delà de tout ça, ça n'empêche pas et ça n'obère absolument pas les réflexions plus larges sur très clairement aujourd'hui le logement, comment produire du logement. On sait que aujourd'hui les logements ne s'écoulent plus. Est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres formats, bien évidemment de détention? Je pense notamment au démembrement, donc des sujets sur lesquels on travaille et qu'on activement, parce que je pense que ce sont des solutions très clairement d'avenir. Des grands acteurs ont commencé à s'y mettre aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne voie. Je pense surtout que dans la période qu'on vit aujourd'hui, si on n'est pas agile et si on n'essaye pas d'innover, très clairement, ça va pas être facile. Et puis là, on parle effectivement de ce qui existe déjà, c'est-à-dire ce qui peut être restructuré, revalorisé, mais ce qui peut être construit dépend avant tout du politique, des décisions politiques. Et on voit bien que c'est la promotion immobilière qui est le plus impactée, puisque de toute façon, comme vous l'avez expliqué, sans gouvernement, pas de décision, et sans décision, pas de volonté justement de vouloir reconstruire. Je pense et j'espère aujourd'hui que les politiques ont pris conscience, bien évidemment, du sujet majeur et du rôle majeur qu'ils ont. Je pense notamment, pas forcément aux politiques de l'Assemblée nationale, même si bien évidemment ils ont une part très très importante sur potentielles aides ou autres exécutif dont la France est friande. Mais au-delà de ça, les collectivités locales dans l'obtention du permis de construire, dans la définition des projets, aujourd'hui, doivent faire preuve très clairement de plus en plus de souplesse. Bien évidemment que tous les fonciers aujourd'hui, beaucoup de fonciers dans beaucoup de grandes métropoles sont aujourd'hui bloqués puisque les conditions financières et économiques ne permettent pas effectivement d'avancer de façon pérenne très clairement sur les dossiers. Donc les collectivités locales, je pense aujourd'hui, j'en vois un certain nombre là sur le salon, ont conscience que ils ont aussi leur carte à jouer puisque on leur achète du foncier. C'est aussi bien évidemment de l'argent qui rentre dans les caisses des collectivités locales. Et il vaut mieux bien évidemment aujourd'hui avoir une démarche très pragmatique, très politique au sens noble du terme également, pour se projeter et sortir aujourd'hui des projets avec, on le sait, des manques, un manque très clairement d'offres aujourd'hui qui est absolument énorme. Donc, c'est aujourd'hui aussi dans ces moments de crise qu'il faut aussi accélérer. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est parce qu'on est justement en crise, qui dit crise dit opportunité. Et il y a tellement de retard qui a déjà été pris qu'il faut absolument que sur tous ces sujets de friche industrielle, de renouvellement urbain, les sujets sont absolument colossaux et on est en train de prendre un retard extrêmement fort. Et on essaye, nous, à notre niveau, bien évidemment, de travailler avec on va dire la meilleure énergie, la meilleure intelligence avec les collectivités locales pour sortir des projets. Parce qu'on parle effectivement du blocage institutionnel au niveau français, c'est-à-dire tout ce qui se passe avec le non-gouvernement actuel. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'au niveau local, vous l'avez précisé, les élections municipales de 2026 approchent. La pré-campagne et la campagne battront leur plein et on sait que c'est généralement pas les moments les plus opportuns pour les élus locaux, pour les maires, pour pouvoir justement adopter une véritable stratégie promotionnelle, signer des permis de construire, déjà qu'ils le font malheureusement assez peu durant leur mandat, mais on sait que quand il y a une réélection, voire une réélection qui est en jeu, ils sont plus sensibles aux dires de leurs administrés qui, de façon un peu schizophrénique, souhaitent à la fois une redynamisation de leur ville, mais sont souvent assez hostiles à de nouveaux projets, de nouveaux chantiers, avec toutes les nuisances sonores que ça peut entraîner et ainsi de suite. Donc c'est un peu une quadrature du cercle qui paraît inexorable et on sait pas trop comment on va pouvoir se sortir de tout ça, quoi. Donc il y a effectivement l'échelon collectivité locale avec les municipales effectivement en ligne de mire. Moi je compte, j'espère, je suis de nature optimiste, j'espère que nombre d'élus aujourd'hui prendront effectivement les engagements. Ils n'attendront pas les prochaines élections municipales parce qu'on a déjà pris vraiment beaucoup de retard. J'insiste également sur un autre échelon qui est un échelon qui pourra à mon sens politiquement est en train de monter aussi, que sont les régions. Les régions ont aussi de plus en plus leur carte à jouer, notamment dans un certain nombre de grands projets urbains. Donc on est donc il y a effectivement une mobilisation absolument évidente de la part des politiques et les politiques n'ont pas les réponses à tout, mais très clairement peuvent aujourd'hui, en s'affranchissant peut-être quelquefois d'un peu de position dogmatique ou autre, très clairement favoriser et relancer sur 2025 et on va avoir très clairement besoin d'eux. On va avoir besoin justement de cette relance publique entre double guillemets pour réamorcer la pompe
puisque 2024 aura été une année objectivement catastrophique pour la production de logements. On voit bien les fédérations de promotion immobilière qui sont promoteurs immobiliers qui sont aujourd'hui catastrophiques, qui signent les sonnettes d'alarme, et ce depuis plusieurs mois maintenant et sans retour malheureusement. Donc il faut réfléchir à des nouvelles solutions, à des nouveaux modes de financement. Mode constructif aussi, décarboné, le bois aussi peut-être une solution intéressante, le hors-site bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a toute l'industrie immobilière aujourd'hui. Ça je vois qu'il y a de plus en plus d'acteurs d'ailleurs aujourd'hui de la décarbonation autour de l'immobilier, de nouveaux modes constructifs. C'est toutes ces nouvelles idées et innovations qu'il faut mettre très clairement à profit et sur lesquelles il faut aujourd'hui investir. On va s'arrêter sur ces paroles. Merci beaucoup en tout cas de vous être arrêté sur notre stand, Stephen Perron. Merci beaucoup. Bonne journée. Imo Week, spécial CIMI 2024.